Mon mari pensait que je n'avais aucune chance de comprendre une langue dont il jugeait les sons exotiques. Ce qu'il a dit de moi à table, en croyant parler à l'abri de mes oreilles, a cassé quelque chose. Et puis, ironiquement, m'a rendue entière. Je m'appelle Sarah. Pendant 12 ans, j'ai vécu une vie qui, vue de l'extérieur, avait l'air rangée, presque irréprochable. Une maison propre, des voyages en jet privé occasionnels, des dîners à la bonne adresse, et ce mari que tout le monde admirait. À l'intérieur, cependant, il y avait un écart, un petit espace où je me sentais réduite, minimisée, par des phrases dites comme en passant, par des priorités qui n'incluaient jamais mes rêves. J'avais mis de côté des envies, des projets, parfois ma propre voix, pour tenir le rôle que l'on attendait de moi. Une compagne stable, une image soignée. Je n'ai jamais aimé être invisible, mais j'avais appris à m'y habituer. À force de faire taire des pensées, on finit par croire qu'elles n'existent plus. Pourtant, une voix, une ancienne curiosité, attendait, calme, derrière d'autres occupations. Quelques années avant le dîner qui a tout fait basculer, j'ai repris en secret des leçons de japonais. Au début, c'était un caprice, des vidéos, des livres, des applications que je consultais à la nuit tombée. Lentement, ce caprice est devenu une obsession douce. La langue est devenue ma petite pièce à moi, un coin secret où je respirais. Il y a quelque chose d'étrange à apprendre une langue qui ne vous est pas familière. On commence par des sons, puis des mots, puis des phrases qui ouvrent des paysages intérieurs. Le japonais est venu avec ses formules de politesse et ses nuances, et surtout, avec une clarté nouvelle sur la façon dont les autres se présentent. Alors que je m'entraînais à lire et à écouter, je m'apercevais qu'un autre regard sur moi-même naissait. Moins soumission, plus curiosité, plus aptitude à entendre les non-dits. Ce qui était au départ une distraction devint une clé. Je l'ai gardé secret parce que j'avais peur d'être raillée, réduite encore à un hobby décoratif. David aimait que beaucoup de choses restent à la surface. Il était un cadre, sûr de lui, habitué à décider et à être obéi. Les compliments qu'il me lançait en public étaient polis, mais souvent teintés de condescendance. À la maison, ses commentaires sur mon travail ou mes idées passaient comme on balaye une miette, un sourire de circonstance, un peu d'indifférence, et on passe à autre chose. À force, j'ai accepté cette place, jusqu'au dîner. Il m'a invité à ce repas comme on invite une carte de visite, un dîner d'affaires, m'a-t-il dit, pour accueillir un partenaire japonais avec qui il comptait sceller un gros contrat. J'ai choisi une robe simple mais soignée, j'ai mis mes cheveux en arrière, j'ai mis le masque de la femme parfaite. Nous sommes arrivés dans un restaurant aux lumières tamisées, avec le parfum mêlé de soja et d'agrumes, et des tables où chaque souffle semblait calculé. Assis en face, il y avait un homme sobre et mesuré, Tanaka, qui se montrait poli et attentif. Je me suis tenue droite, le sourire automatique. La conversation a commencé de façon professionnelle, ponctuée de phrases en anglais, d'acquiescements et de toasts. Au milieu du plat principal, pensant parler à un interlocuteur qu'il croyait ne pas comprendre, David est passé au japonais, simplement, naturellement. Il a dit en japonais des choses que je n'avais jamais imaginé entendre prononcer à mon égard. Des mots qui, dans le fourmillement d'un restaurant, ont renversé ma vie. Je n'en citerai pas chaque syllabe, mais voici l'essentiel de ce qui a été dit, tel que je l'ai compris. Que ma carrière n'était pour lui qu'un passe-temps, que mon rôle public se limitait à faire joli lors des réunions familiales, qu'il y avait des comptes à l'étranger et que, oui, il avait une liaison. Il a parlé de transfert et de montage financier comme on évoque la météo, sans gêne, sans conscience. Il a qualifié mes efforts de décor. Il ne savait pas que je comprenais. Et pendant qu'il parlait, je l'ai écouté comme si j'entendais une pluie fine qui, progressivement, inonde le salon. Contre toute attente, je n'ai pas eu de crise de colère explosive sur le moment. Je suis restée calme, chaque mot se déposant comme une pierre sur un trottoir que je devais traverser. Mon verre est resté dans ma main. Mon visage a dû trahir quelque chose, le serveur s'en est peut-être rendu compte, mais à l'intérieur, il y avait une accélération nette. Le cœur qui bat fort, la tête qui se met à trier. Comprendre n'est pas la même chose que réagir. Comprendre vous donne une puissance que vous ne reconnaissez pas immédiatement. La possibilité de transformer l'information en action réfléchie. Après le dîner, le trajet jusqu'à la maison a été comme un film ralenti. David parlait d'affaires, de contrats, de dates. Je hochais la tête, jouant le rôle. À l'intérieur, je faisais le point.
Si ce qu'il avait dit se confirmait, c'était bien plus qu'une humiliante réduction de mon identité. C'était une mise en danger de notre vie commune par des décisions prises en dehors de la transparence. C'était possiblement une trahison financière et affective. Je ne voulais pas être la femme qui balance des accusations sans preuve. J'avais appris à travers mes leçons de japonais qu'on comprend mieux le monde quand on écoute plutôt que quand on hurle. De retour chez nous, je ne l'ai pas accusé. J'ai attendu. J'ai attendu de respirer. Et j'ai appelé Emma. Emma est une amie de longue date, une avocate. Pas l'avocate de télé-réalité, pas une super-héroïne des tribunaux, mais quelqu'un qui connaît les rouages et qui sait poser des limites. Elle a été la première personne à qui j'ai raconté tout cela, calmement, du début à la fin. Elle n'a pas crié, elle a écouté, et avec sa voix posée, elle m'a conseillé de documenter, de rassembler des éléments, sans me donner de leçons. Rassemble des preuves, m'a-t-elle dit, non pas comme une injonction technique, mais comme une phrase qui me rendrait crédible face à des institutions. Elle m'a rappelé à la nécessité de ne pas céder à la revanche publique, à ne pas humilier, à construire une stratégie. Je n'ai pas voulu fouiller ni violer des espaces privés de façon illégale. Je ne voulais pas non plus rester passive. Ce que j'ai fait, et ce que je raconte ici comme mon expérience, c'est ce qu'Emma et moi avons décidé ensemble. Collecter des documents accessibles, photographier des éléments trouvés dans des dossiers visibles, archiver des emails que j'avais pu voir légitimement et noter des détails. J'ai eu une opportunité. Quelques semaines auparavant, David avait laissé des documents sur son bureau, des impressions, des mails imprimés, peut-être par habitude, par négligence. J'ai photographié ce qui était à ma portée. J'ai copié des emails auxquels j'avais accès par un compte professionnel partagé, et pour chaque élément, nous avons annoté la source, extrait fourni par la narratrice, afin que tout soit clair et traçable. Parmi ce qui a été rassemblé, il y avait des relevés et des copies d'échanges qui laissaient entendre des transferts. Je ne me permettrai pas d'affirmer des montants précis ici. Selon moi, il y avait des mouvements importants vers des comptes que je n'avais pas connus. Selon Sarah, certains transferts étaient notables, mais faute de données vérifiables à présenter hors du cadre du procès, je préfère dire indéfinis. Ce que je peux affirmer sans réserve, c'est que ces documents ont suffi à ouvrir la porte à une enquête au sein de l'entreprise où travaillait David. Les ressources humaines ont été informées par une plainte que nous avons déposée pour non-respect des règles d'éthique et potentielle mauvaise gestion financière. J'insiste, potentiel, parce qu'il appartient aux instances compétentes d'évaluer et de qualifier ces faits. La direction a pris au sérieux notre dossier. Ils ont lancé une enquête interne. David a été placé en congé administratif pendant quelques semaines, le temps que l'employeur vérifie les allégations. J'ai vécu une ambivalence étrange pendant cette période. Je ne ressentais pas de joie mauvaise à l'idée qu'il soit mis à l'écart. Ce que je ressentais, c'était un apaisement mesuré, la sensation que la machine bureaucratique avançait et que cela voulait dire qu'on me traitait au sérieux. Pendant que l'enquête suivait son cours, j'ai continué à faire ce que je faisais de mieux, vivre ma vie. J'ai continué mes cours de japonais, j'ai repris des rendez-vous professionnels que j'avais laissés en plan. Il y a eu des moments d'angoisse nocturne, des instants où la solitude me pesait, mais je n'ai pas cherché la confrontation spectaculaire. Emma m'a expliqué les options possibles et surtout comment se préparer les preuves pour une procédure de divorce éventuelle. Encore une fois, ce que nous avions fait devait rester dans le cadre légal et éthique. Les semaines suivantes, l'enquête interne a progressé au point d'établir des manquements aux règles de compliance. David a été licencié pour des raisons liées à l'éthique professionnelle, un terme administratif, sec, mais lourde de conséquences humaines. Je me rappelle que j'ai reçu l'appel du service RH comme on reçoit un coup d'éponge, froid, sec, définitif. Il n'a pas eu d'explosion triomphante de ma part. Ce n'était ni une vengeance, ni un triomphe. Juste une constatation. Des choix avaient entraîné des conséquences. Le divorce a été une autre vallée. Ce n'était pas une cavalcade médiatique. C'était du papier, des rencontres avec des avocats, des nuits à discuter de partage d'actifs, de garde de biens, d'assistance mutuelle, de comptes communs. Le processus a pris des mois. La peur financière était réelle. Qu'allions-nous perdre? J'avais connu l'invisibilité. Je redoutais la précarité. Mais la documentation que nous avions fournie, les relevés, les échanges, le rapport interne, a aidé à établir une image cohérente de ce qui s'était passé. Encore une fois, je ne prétends pas que chaque couple qui traverse une trahison obtiendra la même issue. Je raconte ce qui est arrivé à moi. Quand le dossier s'est clos, il y a eu partage des actifs. Les comptes cachés ont été pris en compte dans la négociation et, après des mois d'attente, il y a eu un accord. Je n'entrerai pas dans les chiffres. Selon Sarah, certains transferts avaient été effectués, les autorités de l'entreprise les avaient relevés, et l'assiette du partage en a tenu compte. L'important pour moi n'était pas l'argent en tant que tel, mais la reconnaissance factuelle, que mes soupçons n'étaient pas des fantaisies, que la réalité correspondait aux paroles que j'avais entendues à la table du restaurant. Pendant toute cette période, ma maîtrise du japonais est restée une ressource singulière.
Ce qui avait commencé comme un refuge privé s'était transformé en outil de vérité. La langue m'avait permis d'entendre une vraie confession, d'accéder à une information autrement hors de portée. Elle m'avait donné l'élément déclencheur nécessaire pour me protéger et pour agir sans perdre mon calme. Le japonais, pour moi, n'était plus juste des caractères sur des pages, c'était une clé qui avait tourné. La vie après le divorce n'a pas été une suite de victoires ininterrompues. Il y a eu des jours où la nostalgie revenait, où je me demandais si j'avais fait le bon choix. Mais il y a aussi eu des mois de renaissance. Un matin, quelques mois après que tout se soit apaisé, j'ai reçu un courriel surprenant. Tanaka, l'homme présent à ce dîner, me proposait un poste. Pas par pitié, mais parce qu'il avait été impressionné par la dignité avec laquelle j'avais traversé l'épreuve, et parce qu'il avait entendu, à travers nos échanges, une compétence et une sensibilité qui pourraient servir sa filiale locale. Il m'a écrit en anglais et en japonais, dans un ton à la fois professionnel et respectueux, proposant un rôle liant les cultures et les marchés. Accepter son offre n'a pas été une revanche, ce fut plutôt une suite logique. Je devenais la personne que j'avais laissée en veille. Le poste exigeait de la connaissance culturelle, du bilinguisme et une capacité à comprendre des contextes délicats, des qualités que le japonais m'avait aidé à développer. Mes premières semaines de travail ont été pleines d'apprentissages pratiques, réunions, traductions, pitching, voyages, et parfois le souvenir du dîner qui m'avait conduite jusqu'ici. Je suis partie en déplacement, j'ai rencontré des équipes, j'ai voyagé au Japon. Chaque fois que j'utilisais la langue, il y avait cette sensation profonde d'appropriation. Je n'étais plus celle qui regardait en silence, j'étais celle qui comprenait et contribuait. Ce que je veux que vous sachiez, ce n'est pas que la langue a été une baguette magique, ce n'est pas que tout a été facile ensuite, mais la langue a été l'étincelle. Elle a allumé quelque chose en moi qui m'a permis de ne pas m'effondrer sous le poids de la trahison. Elle a donné un sens nouveau à des mois de travail personnel, à toutes ces nuits où j'écoutais des dialogues et lisais des textes. En la maîtrisant, j'ai retrouvé la capacité de nommer les choses, d'exprimer, de négocier et de me lever. Je voudrais dire aussi un mot sur la solitude et sur l'amitié. Sans Emma, sans ses conseils et son calme, je n'aurais pas su où commencer. Les alliés comptent, elles sont parfois le pont entre la douleur et l'action. Mais il faut aussi apprendre à s'écouter soi-même. Ce qui m'a guidée, ce n'était pas seulement la colère, mais la conviction que je pouvais mieux que le rôle auquel on m'avait assigné. Il y a des moments qui restent inscrits comme des images fixes. La première fois que j'ai entendu David parler en japonais en pensant que je ne comprenais pas, la lumière du restaurant sur l'eau du verre, le silence sur la route du retour, l'écran où j'ai reçu le message de Tanaka. Ces images ne viennent pas seules, elles sont accompagnées d'un fil narratif tendre et dur à la fois, l'idée que l'on peut, par des gestes discrets, reprendre pied dans sa vie. Permettez-moi d'insister sur une idée. Je n'encourage pas la vengeance publique, la recherche de scandales pour le plaisir. Mon récit n'est pas un manuel de technique pour piéger quelqu'un. Je raconte une trajectoire intime. J'ai entendu, j'ai rassemblé, j'ai choisi des alliés, j'ai agi dans le cadre légal, et j'ai reconstruit. Ce chemin-là convient à ma vie. Il n'est pas une formule universelle. Si vous traversez quelque chose de semblable, cherchez des personnes compétentes et de confiance, et préservez toujours votre sécurité et votre dignité. Avec le recul, je vois combien l'apprentissage et la curiosité peuvent devenir des leviers. Ce n'était pas seulement le japonais qui m'a sauvée, c'était la décision de ne pas rester passive, de cultiver quelque chose pour moi, de garder une porte d'échappement ouverte. La langue m'a permis d'ouvrir une autre porte, celle de la vérité. Elle m'a donné l'assurance de parler dans un entretien, de comprendre un mail, de me présenter à des réunions, où ma voix comptait pour autre chose que l'apparence. Aujourd'hui, je travaille dans un environnement où l'on valorise l'échange culturel. Je voyage, je rencontre des personnes qui m'enrichissent, je m'investis dans des projets qui me stimulent intellectuellement et émotionnellement. Je ne recherche pas à effacer le passé, je le regarde comme une étape qui m'a forcé à me choisir. Je n'ai pas choisi la facilité, j'ai choisi la dignité. Et la dignité, telle que je la conçois, n'est pas une posture immobile, mais une dynamique. Se donner des outils, se faire des alliés, accepter l'aide et se relever. Si mon histoire vous parle, restez avec moi un instant encore. Je veux que vous compreniez que parfois, une compétence que l'on cultive en secret devient une ressource publique. Restez jusqu'à la fin. Je vais vous montrer comment une langue m'a donné la preuve et la force. Très vite après le début de tout cela, il y a eu un basculement personnel que je n'attendais pas. Sans que je le cherche, j'ai senti un désir profond de transmettre ce que j'avais appris. J'ai commencé à donner des ateliers informels, à encourager d'autres femmes à cultiver une compétence, une passion. Le sens n'était pas de créer une armée de casseurs de mensonges conjugaux, mais d'inviter à la responsabilité personnelle, avoir des ressources, des savoirs, des soutiens.
Les ateliers ne parlaient pas de divorce, ils parlaient d'autonomie, d'outils pratiques et de confiance en soi. Il m'est arrivé parfois de croiser des regards curieux et même sceptiques. « Tu as attendu le pire pour te réveiller ?» m'a-t-on demandé. Ma réponse a toujours été la même. Mieux vaut se réveiller tard que de ne jamais ouvrir les yeux. Et je ne prétends pas être un exemple moral absolu. J'ai eu peur, j'ai douté, j'ai pleuré. Mais j'ai aussi appris que l'on peut choisir la manière de se relever. Quelque temps après, j'ai appris par voie médiatique que David tentait de reconstruire sa carrière ailleurs. Je n'ai pas ressenti de triomphe, je ressentais un apaisement. Nos chemins étaient distants. J'ai compris que la blessure ne devait pas devenir une haine durable, qu'il était plus salutaire de se concentrer sur son propre voyage. Si la justice a suivi son cours, si certains ont perdu des postes et des réputations, cela ne m'a jamais procuré une joie cruelle. La victoire qui compte, pour moi, était antérieure, la sensation d'avoir retrouvé ma voie. Je voudrais partager une image. Pendant des années, je m'étais rangée dans une vitrine, me tenant droite comme une fille modèle dans une boutique, admirée de l'extérieur, mais enfermée derrière une vitre. Apprendre le japonais, c'était comme trouver une petite clé cachée dans ma poche. J'ai tourné cette clé et la vitrine s'est ouverte. Ce n'était pas spectaculaire. Ce fut d'abord une respiration plus profonde, puis des pas dehors, puis des rencontres nouvelles. La langue était la clé, ce que j'en ai fait a été le reste. Peut-être que mon récit réveillera en vous un souvenir d'un projet mis de côté, d'une passion oubliée. Peut-être que vous verrez, à travers mes mots, qu'un élément que vous considériez mineur peut devenir central. Si c'est le cas, considérez ces idées, cultivez quelque chose pour vous-même, tenir un cercle de personnes de confiance, faire appel à des aides compétentes quand il s'agit de questions juridiques ou professionnelles. Tout cela ne garantit rien, mais c'est un terrain propice à la dignité et à la capacité d'agir. Pour conclure, je veux vous laisser sur une image d'avenir plutôt que sur la rancœur du passé. Si la table où j'ai entendu David a été le théâtre de ma chute temporaire, elle a aussi été l'endroit où la vérité est sortie et où j'ai choisi de faire autrement. Tanaka m'a offert un travail. Emma m'a offert sa compétence et son écoute. Ma langue m'a offert la compréhension. Et moi, j'ai choisi de m'asseoir à une nouvelle table, avec des personnes qui me voient et qui respectent ma voix. Si cette histoire vous a touché, si elle résonne avec quelque chose que vous traversez, abonnez-vous et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Loin de donner des recettes, je souhaite seulement transmettre qu'il est possible de se reconstruire, étape par étape, avec des alliés, des compétences et beaucoup de patience. Cherchez des soutiens professionnels et amicaux si vous êtes dans une situation similaire. Chaque cas est unique. Je termine en répétant ce que j'ai compris. Apprendre, écouter, documenter et choisir. Ces verbes m'ont conduite vers une vie où je ne suis plus seulement un accessoire sur une table. Je suis une femme qui parle, qui comprend, qui agit. Et parfois, la clé tient dans un mot que l'on a appris dans le silence.